Bienvenue à tout le monde. 30 idées pour lever des fonds. Donc aujourd'hui, on a avec nous Ethel. Je vais peut-être donner la parole à Hélène qui pourrait vouloir peut-être présenter notre chère Ethel aujourd'hui. À toi la parole. D'accord. Merci Sonia. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre quatrième webinaire de série Donnons un sens à l'argent. Comment mobiliser des fonds pour nos projets et nos organisations. Aujourd'hui, on parlera de levée de fonds en temps de pandémie. C'est Ethel Côté, notre experte en développement stratégique à la SDG, qui partagera avec vous trucs pour les levées de fonds en temps de pandémie. Et je te passe la parole, Ethel. Ben merci Hélène, puis merci Sonia. Donc Sonia nous gère le tout aujourd'hui et Ève est aussi en ligne pour gérer la boîte de conversation. Je vais vous demander de beaucoup interagir par la boîte, puis aussi activer votre micro quand vous allez vouloir prendre la parole. Mais ça sera Sonia et Ève qui vont gérer tout ça. Et il y a vraiment 3 blocs dans la session. Les questions, c'est quand vous voulez. Donc Sonia, Ève, je vous donne la liberté de m'arrêter. Et les 30 idées, c'est sûr que si on intervient beaucoup, je ne me rendrai pas aux 30 idées, mais vous allez avoir les diapositives. Mais on devrait avoir le temps qu'il faut pour passer au travers. Ceci dit, je le disais à la dernière session sur le sociofinancement, il y a du monde qui se disent « Ah, ben avec la pandémie, c'est impossible de lever des fonds. » Au contraire, il y a même des gens qui ont augmenté leur campagne de sollicitation. Et je vais donner l'exemple à la fin de la session du Centre Espoir Sophie qui faisait un thé de levée de fonds. C'est quand j'étais présidente qu'on avait fait ça. Et je vais vous dire comment ils ont réussi cette année en le faisant. Imaginez un thé virtuel, mais ça a été plus populaire que jamais. Puis les gens se sont sentis enclins de soutenir une cause qui s'était fait comprendre. Je vous avais aussi montré ces diapositives-là, mais il y a de nouvelles personnes qui siègent. C'est que quand on parle, qui participent aujourd'hui, quand on parle d'argent dans nos clubs, dans nos comités de parents, dans nos organismes, les petits et les grands, il y en a qui adorent parler d'argent, qui sont toujours à la quête de stratégies, de façon de faire, mais il y en a d'autres, c'est vraiment, là, si on pouvait leur arracher 2 dents, je pense que ça ferait moins mal. Puis il y en a qui croient vraiment que c'est presque impensable d'aller chercher des sous, puis il y en a d'autres qui réussissent très bien. Et en ligne, présentement, je vois Michel, Linda, Céline, même Diane, qui a pris sa retraite, mais qui a été directrice générale d'un centre. Vous êtes vraiment des expertes dans vos contextes respectifs pour mobiliser des partenaires. Puis, aujourd'hui, on va aller chercher d'autres genres de stratégies. Puis, c'est la première fois que je donne l'atelier en Ontario français. C'est quand même ridicule, hein, en tant que franco-ontarienne. J'ai été demandée par des groupes qui étaient un peu plus petits, un genre de comité de parents dans une petite école au nord de la Colombie-Britannique qui veut faire une levée de fonds. Qu'est-ce qu'elle devrait faire quand ils doivent s'occuper du parascolaire? Ou une organisation de femmes, encore là, dans une communauté rurale qui se dit, mais écoute, tout le monde fait des campagnes de levée de fonds, puis on n'est comme pas la cause la plus populaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et l'atelier, les 30 idées que je vous donne, c'est vraiment 30 idées qui ont été éprouvées, réussies, et ils ont vraiment atteint et même dépassé leurs objectifs. Là, je ne sais pas, Sonia, si tu es capable, toi, de lancer le sondage. Sinon, je vais essayer. Je vais le faire. Ouais, je le vois maintenant. OK. Donc, je vais ouvrir le vote pour savoir, au niveau de l'expertise, le profil des gens ici. Si vous le voyez, vous avez juste à cliquer. On va voir si vous êtes un bénévole ou une bénévole, une gestionnaire, une directrice, directeur général. Puis Diane, même si tu es à retraite, tu peux cliquer celui-là juste avec un petit brin d'émotion. Enseignant, enseignante, experte en collecte de fonds, débutant ou autre. On va voir le profil des gens ici aujourd'hui. Vous avez juste besoin de cliquer. Puis Sonia, tu me le dis si vous ne voyez pas. Hein? Là, on ne le voit pas. Moi, je le vois. Je l'ai partagé. Oui, je l'ai partagé, Sonia. C'est moi qui suis en animation, du coup, je ne l'ai pas. OK. Bon, je vais demander à Ève. OK. Est-ce que Ève... Donc là, il y a personne. Ève le voit, c'est parfait. Ouais. Là, il n'y a personne qui a cliqué. Avez-vous cliqué? Moi, je ne vois pas où est-ce que je peux cliquer.
Donc, j'ai pas l'outil, j'ai pas accepté. Par contre, que je vois qu'est-ce que les résultats. Il y a 93% des gens qui ont voté, des participants qui ont voté. Ben, OK. un petit problème. J'ai les résultats. OK, ben moi, on a un problème de Zoom aujourd'hui. Je vais te demander de le lancer, Ève. Il y avait une autre question. Combien d'argent on avait besoin? Pourquoi on a besoin de cet argent-là? Puis, combien de temps qu'on a besoin pour... puis peut-être que là, je vais le voir si c'est toi qui le partage parce que je ne voyais pas les résultats. Puis peut-être nous donner les résultats, Ève, de vive voix, s'il y en a qui ne le voient pas. Présentement, les gens voient les résultats, mais juste pour rapidement, 2 personnes sont bénévoles, 4 personnes gestionnaires, ainsi que 4 directeurs ou directrices générales. Et ensuite, on a 2 débutants en collecte de fonds et 3 autres. Parfait. Là, on va aller à l'autre sondage, le deuxième. Tu peux le lancer. On va le faire. C'est étrange, comme moi, je ne peux pas le lancer. Ouvrir le vote et voilà. Ben, Sonia et moi, on ne peut pas voir, mais c'est correct. Tu nous donneras les réponses de vive voix, s'il te plaît. Puis si on s'identifie dans plus d'une catégorie, peut-être, Hélène, tu cliqueras sur la catégorie qui te représente le plus. Dès que tu en as le 2 tiers des participants, on peut activer le partage des résultats. Puis tu nous le dis à voix haute aussi, s'il vous plaît. Donc, on va partager les résultats. Donc, combien d'argent avez-vous besoin? Entre 2 000 et 5 000, on a 3 personnes. Entre 10 000 et 15 000, pardon, nous avons une personne. 15 000 et 25 000, on a 5 participants. Ensuite, une personne entre 25 000 et 50 000, une autre personne entre 50 000 et 100 000, et 3 personnes entre 100 000 et 200 000. Parfait. Pourquoi je vous ai posé la question, c'est que pour les montants moi, je vous dirais de 25 000 et plus, parce que la dernière fois, je vous parlais du sociofinancement, puis c'était quoi la moyenne, le montant moyen qu'on peut récolter assez facilement si on est bien organisé en campagne de sociofinancement. Ça frôle le 25 000 à 27 000 en moyenne pour les campagnes. Il y en a qui se donnent des objectifs de 100 000, qui l'atteignent. Il y en a d'autres qui se donnent des grands objectifs, puis ils ne l'atteignent pas, puis ils perdent toute leur chance d'avoir accès à l'argent. Pour les montants plus hauts, c'est souvent associé au premier webinaire qu'on a offert avec nos bailleurs de fonds. Il y a Doreen en ligne, entre autres, qui parlait de la Société de développement économique, la Community Futures de Cornwall et la région. Il y avait aussi Patrimoine canadien. Là, on prend souvent des stratégies de subvention ou de prêt. Prêt, les organismes sont assez frileux, mais il y en a qui sont à des niveaux pour, quand on achète, exemple, un bâtiment, d'être capable d'aller chercher une hypothèque, ou même pour un temps dans l'année, on peut aller chercher une marge de crédit, c'est aussi un prêt. Donc, vous voyez, le premier webinaire, c'est pour les plus grands montants. Le deuxième webinaire avec Linda, c'était vraiment d'apprendre comment rédiger une demande de subvention. Puis quand on apprend comment bien le faire, ça peut nous servir pour toutes nos stratégies de financement. Et pour aujourd'hui, les stratégies que je vais vous partager, je vous dirais que ça peut vous amener jusqu'à 15 000 $. Oui, Doreen, Société d'aide aux collectivités de Cornwall et les comtés. C'est pour ça qu'il faut que je le dise en anglais parce qu'il y en a qui portent différents noms. Merci d'avoir écrit le nom complet. Puis, Ève, n'hésite pas hein, quand on nomme des organismes, là, tu fais ton animation avec doigt de fée, comme tu fais toujours. Ceci dit, aujourd'hui, ça va être vraiment pas les 0 et moins, mais ça va être les 500 000 jusqu'à 15 000 $. C'est vraiment des stratégies. Mais il y en a qui ont réussi à aller chercher 20-25 000 selon l'envergure, selon leur réseau. Puis je pense qu'il restait un sondage, Ève? Oui, je le lance. Donc, sondage numéro 3, vous avez besoin d'argent. Pourquoi? Et le vote est ouvert. Puis Diane a dit qu'elle a perdu son son.
Si tu ne nous entends pas, essaie de jouer avec dans ton menu l'endroit où est-ce qu'il y a le micro. Ça se peut qu'il faut que tu choisisses une autre option. Sinon, Diane, la meilleure chose des fois, c'est quitter et revenir. Ça peut être aussi quelque chose qui fait que, en bon franco-ontarien, ça va faire un reset et que tu vas pouvoir y entendre. Est-ce que c'est bon? On ne peut pas avoir plus d'un choix. Ben non, je n'ai pas fait de choix multiple, désolé. Prenez le choix qui vous interpelle le plus, qui vous représente le plus. Donc, pour les résultats, on avait 4 personnes que c'était pour des projets, 2 personnes pour la programmation, 8 personnes pour le fonctionnement et les opérations et 2 personnes pour autres. Parfait. Je vais demander à Céline, Michel et Linda pour les opérations et la programmation. Surtout les opérations. Non, on va aller juste aux opérations. Opérations et fonctionnement. Qui, dans vos connaissances, qui finance ça pour des organismes? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais non, juste pour qu'on puisse donner cette réponse. Mais ça serait qui? Bien, parfois, les municipalités peuvent en donner pour certains projets. Donc, en général, c'est une demande qu'on peut faire à peu près 3 fois à tous les 3 ans. Donc, ils peuvent en donner pour frais et opérations. Sinon, il y a des bailleurs de fonds en tant que tels qui, moi, par rapport aux aînés, il y avait le ministère au service des aînés et de l'accessibilité, mais il faut que ce soit en collaboration avec ta communauté, ta ville de Cornwall, qui accepte d'avoir un centre de vie active pour les aînés. Excellent. Céline, qui d'autre qui finance juste les opérations? Bien, pas juste, mais qui finance les opérations? Bien, dans notre cas, nous, c'est Patrimoine canadien qui finance actuellement les centres culturels, les ACFO. Merci. Michel, est-ce que tu en connais d'autres qui financent les opérations? Parce qu'on connaît tous les bailleurs. On connaît. Oui, dans notre cas, on a Patrimoine canadien comme Céline, mais on a aussi IRCC qui finance des opérations pour les services d'établissement. Puis nous, on a Emploi Ontario aussi qui finance une bonne partie de nos opérations pour les services d'employabilité. Et ça, ils financent le loyer, les frais fixes, les salaires, tout ça. Excellent. Diane, si tu es revenue, je te vois, je pense que tu es revenue. Est-ce que tu penses à une autre source qui n'a pas été nommée au niveau qui finance vraiment les opérations? J'ai manqué un peu, mais pour lorsque je travaillais au centre aussi, nous, on avait aussi naturellement Patrimoine canadien avec la partie des arts. On avait aussi le Conseil des arts de l'Ontario parce qu'on était un organisme artistique. Mais j'ai aussi travaillé avec Trillium, la Fondation Trillium. Donc, merci, mesdames. Donc, vous voyez, pour ce qui est des opérations, parce qu'il y en a qui ont coché que c'était l'argent qu'ils cherchaient, il y a beaucoup d'organisations, de bailleurs de fonds qui ne financent pas les opérations. Ils sont plus dans une logique de projet. Des fois, ils vont dire, OK, on va vous financer votre programmation parce que vous êtes dans une thématique, mais sinon, ça va être projet par projet. Puis c'est là que ça demande beaucoup de travail, comme Linda nous l'a montré, rédiger une demande de subvention pour chacun des projets. Ça veut dire aussi trouver la source de financement, contacter le bailleur de fonds, remplir une bonne demande, faire des suivis, faire le rapport. C'est beaucoup de travail, mais en même temps, ça l'amène du financement pour chacun des projets. Et Guylaine a écrit aussi en ligne, j'aurais pu penser te nommer. Chère Guylaine, toi aussi, tu es directrice générale. Elle a mentionné aussi l'AFO avec son projet de financement effet multiplicateur qui finance des projets aussi. Ceci dit, il y en a de moins en moins d'organismes de financement qui financent les opérations. Ils financent beaucoup plus les activités, les projets. Puis c'est pour ça que les gens, de plus en plus, dans nos organismes, dans les comités de parents puis dans les clubs, essaient de trouver d'autres façons de lever d'argent parce qu'à un moment donné, c'est beau de faire des projets, mais si tu n'as pas l'équipe en place pour les réaliser puis que tu t'inspires sur une très petite équipe, la petite équipe, elle peut être essoufflée assez vite parce qu'en même temps de développer des projets puis de faire des rapports pour les projets, il faut les réaliser, ces projets-là. Ceci dit,
Une des choses quand on est dans un organisme avec plein de monde, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on parle de faire des CV quand on cherche un emploi. Parfois même, on va déposer un CV pour être un bénévole sur un conseil d'administration quand ils nous le demandent. Mais de faire un CV collectif dans une logique où est-ce qu'on veut mobiliser des fonds, c'est de plus en plus une pratique courante de faire un CV collectif pour voir dans notre équipe, qu'elle soit professionnelle ou bénévole, c'est quoi les talents, les compétences et les intérêts. Pourquoi? C'est parce que selon les différentes initiatives de levée de fonds qu'on va faire, ça se peut très bien qu'on puisse faire un bon jumelage avec cet intérêt, cette compétence et cette activité et une activité de levée de fonds qu'on veut organiser. Je vous invite, je le présente dès le départ parce que ça devient une trame de fond. Nos bénévoles, vous savez, des fois, ils s'impliquent, des fois, ils ne s'impliquent pas. Des fois, on se pose la question sur comment les impliquer. C'est pas mal le lot de tous les organismes. Puis souvent, on ne réussit pas à faire le bon alignement entre les personnes, leurs intérêts, leurs capacités et leur disponibilité. Puis c'est drôle, mais en levée de fonds, si on réussit le bon match, les gens se sentent très, très utiles. Puis moi, je l'ai vécu dans 2 conseils d'administration, Carrefour International ou au Centre Espoir Sophie. Mon CA ne voulait rien savoir d'aider à mobiliser des fonds. Puis finalement, à force de trouver, à force de faire le CV collectif, à force de trouver les bons projets de levée de fonds puis de faire le mariage avec ces compétences-là, dans les 2 cas, tous les membres du CA se sont impliqués dans des activités de levée de fonds. Et imaginez à quel point ça peut aider les directions générales quand, à un moment donné, on trouve une façon d'impliquer nos bénévoles. CV collectif, vous allez voir aussi avec la dernière activité que je vais vous présenter, comment ça peut être aussi très efficace et rentable. Donc, l'argent, elle vient de différents endroits. Je vous avais aussi présenté ça par le sociofinancement. Il y a tout le côté, le sociofinancement rentre un peu à mi-chemin entre des approches philanthropiques parce que ça rejoint la logique de convaincre les gens à notre cause, à notre projet, à notre organisme, puis les convaincre assez pour qu'ils investissent dans nous, qu'ils nous fassent une contribution ou un don. Mais c'est aussi à cheval avec la finance sociale parce qu'on se rend compte que le sociofinancement est en train de se diversifier de plus en plus. Et il y a toutes les autres sources qu'on a parlé dans les autres webinaires. La logique, c'est de vraiment diversifier. Ce n'est pas de mettre tous nos œufs dans le même panier et de dire ah, tel bailleur de fonds nous finance. Un changement de gouvernement, on sait très bien que du jour au lendemain, on a vu des organismes qui ont perdu leur financement. Je donne souvent l'exemple dans la région de Cornwall de Carrows parce que c'est un organisme qu'on fait référence parce qu'on veut faire un exercice de réconciliation avec les peuples autochtones. Puis, c'est un organisme qui est novateur, qui a créé des outils fascinants, qui sont reconnus à travers le monde, qui travaille en développement humanitaire et international, mais aussi avec les peuples autochtones de notre pays. Puis, ils sont basés à Ottawa, mais du jour au lendemain, changement de gouvernement, il y avait une équipe, je pense que c'était 40 personnes, 0. Ils ont été coupés à 0. Ça n'allait pas avec la ligne du parti. Je ne le nommerai pas, là, celui qui était là dans ce temps-là, mais si je vous nommais l'année, vous pourriez deviner. Mais je n'irai pas jusque-là. Mais c'est pour vous dire qu'on est toujours à risque. Soit le changement de parti, l'abolition d'un programme, une attente entre un lancement d'une politique, un programme, puis un financement qui va peut-être être renouvelé. Et c'est vraiment vous autres et nous autres qui subissent tout ça. Donc, quand on est dans une logique de pensée de diversification financière, on se donne la chance de se donner un petit peu plus de lousse ou moins de stress parce que si jamais on n'a pas le tel financement un jour, on aura peut-être un autre financement un autre jour. Sonia, tu as levé la main? Oui, c'est exact. On a Blandine dans la boîte de conversation qui demande si les ressources propres sont suite aux ventes de services. Oui. Dans le schéma, là, je ne l'ai pas mis, mais habituellement, dans l'activité de formation que je donne, que j'ai donnée pour la QSDG aussi, les 23 stratégies de financement, quand je présente, tu vois, il y a le financement autogénéré. Ça, c'est les activités un peu plus commerciales qu'on met en place quand on a un bon produit, un bon service, puis qu'on se dit, OK, on a peut-être été financé pour le créer, mais à la fin du financement, là, si vraiment il y a encore du monde qui veut l'avoir, pourquoi pas le commercialiser? Peut-être l'offrir gratuit à notre communauté, puis le commercialiser pour d'autres communautés ou carrément. Puis il y en a qui le font de plus en plus dans les organismes, puis ils développent une autonomie financière. Donc, l'argent que tu autogénères par tes activités génératrices de revenus, tes activités commerciales, vendre des billets pour des spectacles, vente, je dis bien, il faut qu'il y ait un produit. Là. On est dans une logique entrepreneuriale.
Ben oui, cet argent-là fait aussi partie de l'équation de la diversification financière. Puis j'ai bien dit vente de billets ou vente de livres. Il faut vraiment qu'il y ait un gugus qu'on vend là, pour une rentrée d'argent. Quand on fait un souper de spaghettis, on est plus dans une logique philanthropique. On ne va pas nécessairement faire beaucoup d'argent, mais on mobilise du monde pour nous soutenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Sonia? C'est bon? C'était tout pour l'instant. Merci. Parfait. Donc, si on rentre dans la logique des dons, puis dans une logique peut-être d'innovation ou de sortir des sentiers battus, il faut quand même se rappeler les principes et les concepts de base de la collecte de fonds. Il y a beaucoup d'informations en ligne sur toute la philanthropie. On sait qu'il peut y avoir des dons, des petits dons, des dons annuels, des dons projets, des dons associés à des causes. À un moment donné, comme si on est avec Linda, avec un centre, ou Diane qui avait un centre aussi, une bâtisse, souvent on va chercher des dons majeurs. Ça peut être pour l'acheter, le centre, ça pourrait être pour le rénover. Il y en a même qui vont aller dans une logique de dons pluriannuels. Exemple, le concours LOL. Ils ont approché des jardins, puis tout à l'heure, Céline, tu vas nous en parler un petit peu plus par rapport à la commandite, mais c'est dans une logique d'être engagé sur plus d'une année. Je vous dis toutes ces affaires-là parce que des fois, on ne sait pas puis on n'ose pas demander. Et ça peut aller jusqu'au legs. Puis là, les gens me disent souvent, ah oui, mais en francophonie, le legs, ça veut dire quand quelqu'un décède, est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir accès à une partie de la succession? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas y aller après, si ça n'a pas été écrit à quelque part, entre autres dans le testament de la personne, mais ça existe réellement. Il faut vraiment, comme organisme, offrir cette option-là. Puis je vais vous dire pourquoi c'est. Puis encore là, je vais vous dire en connaissance de cause. À Carrefour International, quand j'étais présidente, la directrice générale m'a appelé à un moment donné pour me dire qu'on recevrait un don à notre fondation de 998 000 $. Ça représentait 2 de la richesse d'un gars. Puis j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Je ne peux pas te dire son nom. Mais je dis, oui, mais comme quand même, as-tu vu notre nom dans le journal? Qu'est-ce qu'il a vu? Bien, à 18 ans, ce gars-là, qui est devenu multimillionnaire, a vécu une expérience de carrefouriste. Carrefouriste, ça veut dire que les jeunes allaient dans un autre pays bâtir une école, bâtir un puits. Et il paraît que ça a changé sa vie. Et il s'en est rappelé. Puis quand il a fait son testament, il dit, ben moi, puis là, sa famille ne vient pas chialer 2 de sa richesse. Je pense qu'il leur en reste assez pour se partager ça entre eux. Mais hey, 2 de sa richesse, nous autres, c'était 1 million de dollars, là. Puis en plus, il ne fallait pas le crier sur les toits puis pas l'écrire dans les journaux. C'était vraiment très gratuit, de l'altruisme à l'état pur. Mais tu sais, si on n'avait pas mis sur notre site cette option-là, le gars, il n'aurait jamais peut-être pensé de dire, ah, il y a une partie que je vais donner à cet organisme-là quand je vais décéder. Donc, quand on connaît cette pyramide-là, puis elle est vraiment pyramidale, parce que c'est sûr que dans les legs, on va peut-être, si on donne l'option, on va en avoir 1 ou 2 ou 3 dans la vie de l'organisme, ça peut quand même être important. Des fois, c'est 15 de la valeur de l'assurance vie. Des fois, en tout cas, les gens marquer tout ça, de mettre ça en forme de différentes façons. Puis vous voyez qu'en bas de la pyramide, les petits dons et les dons annuels, c'est ce qui est le plus commun. Regardez bien, l'argent provient de 88 des individus, 5 des entreprises et 7 des fondations. Et quand je dis 7 des fondations, je ne parle pas de la Fondation Trillium. Fondation Trillium apporte le nom fondation, mais c'est un programme gouvernemental qui reçoit des fonds du gouvernement. Mais les autres fondations, c'est les fondations privées. Encore là, les francophones, on n'est vraiment pas au rendez-vous. Il y a plein de fondations. Puis quand je dis plein, il y en a des centaines au Canada. Il y en a qui sont plus axés sur l'entrepreneuriat, plus axés sur les nouveaux arrivants, plus axés sur les femmes, plus axés sur les jeunes, le rural, les aînés. Et il existe sur Charity Village, on peut aller faire une recherche avec une thématique. Ce qui est triste, il faut la faire en anglais. Puis souvent, la Fondation en Ontario, elle va être anglophone. Il y a des fondations canadiennes qui sont bilingues, comme la Fondation McConnell. Et on peut déposer des projets et très souvent, ils me disent qu'ils n'en connaissent pas beaucoup de projets francophones. L'arrimage ne se fait pas parce qu'il faut déposer en anglais. Lyman Anderson, qui est très impliqué en levée de fonds, avait produit ses 10 grands principes de la levée de fonds. Puis, Linda, tu vas reconnaître même les stratégies que tu as passées. Ça, c'est un gars qui était multimilliardaire, qui s'est amusé à un moment donné à dire, écoutez, là, moi, je vais dire au monde, là, si vous voulez m'approcher pour avoir de l'argent, là, je vais vous dire c'est quoi les 10 grands commandements. C'est comme ça qu'il appelait ça. Je l'ai un peu adapté dans le titre parce que commandement, je trouvais ça un petit peu poussé. Mais il disait, n'oubliez pas que indépendamment de si vous pensez approcher une fondation ou approcher une entreprise, veut pas, on est une personne qui va parler à une autre personne. Puis dans ces commandements-là, ça nous ramène à l'essentiel. On doit toujours convaincre la personne à qui on parle. Quand Linda disait,
Si pour le bailleur de fonds, on va appeler un bailleur de fonds, on va parler à la personne contact, il faut d'abord que cette personne-là qui est dans cette structure-là, dans cette culture-là, comprenne notre projet, que nous, on comprenne leurs critères et tout ça. Mais c'est la même chose dans tous les projets que je vais vous présenter. Il y a cette dynamique-là qu'il faut établir, sauf que souvent, c'est bien moins complexe. Puis des fois, ça ne se fait pas parce que c'est de façon virtuelle de plus en plus. Donc, le lien-là direct est moins là. Mais il faut quand même penser que tous les textes qu'on va écrire doivent rejoindre l'individu qu'on essaie de rejoindre. Puis on essaie dans notre tête d'en rejoindre 100 ou 1000 ou 2000 pour avoir les effets leviers puis l'argent qui va rentrer. Demande claire, directe, méthodique, sérieux, rigoureux, de la qualité au lieu de la quantité. Si vous étiez à l'atelier de Linda, elle disait ces éléments-là, mais ça, c'est vraiment les 10 éléments clés pour toute approche de philanthropie. Il faut aussi être unique. Lyman, ce qu'il disait, c'est que, écoutez, nous, notre entreprise, on reçoit à peu près 200 demandes par jour. Donc, c'est sûr que si vous faites des erreurs, la date est trop... Tu sais, on a produit un document, puis ça a pris un mois avant d'être capable de le faire approuver par tout le monde, puis de le sortir, mais on a encore la vieille date. Si la date n'est pas près de la date de la réception, ils ne vont même pas, après la date, lire. Si ce n'est pas à la bonne personne, on n'a pas fait nos devoirs comme il faut, puis on a envoyé une lettre de demande et si la personne n'est plus en poste, ça montre qu'on n'a pas fait nos devoirs comme il faut. Il y a plein de petits irritants comme ça qu'automatiquement, même si c'est le meilleur projet qu'il y aurait eu dans les mains, il va être discarté. Puis, je vous invite vraiment, quand vous aurez les diapos, de le relire à tête reposée. Et ce que tout le monde dit en philanthropie, vous avez réussi lorsque vous avez demandé. Dès qu'on s'amène à un niveau d'être prêt à demander un don, demander une contribution, puis qu'on a tout le matériel, puis on a mobilisé notre équipe, on est vraiment prêt aussi de se rapprocher de plus de oui que de non. Et ceci dit, 60% des dons proviennent de 10% des donateurs. Donc, on approche beaucoup de monde, mais c'est quand même juste 10% des personnes qu'on va avoir rejoint qui vont faire 60% des dons qu'on va recevoir. Puis, quand on reçoit un nom, hein, ce n'est pas un nom singulier, ça peut être un nom pour différentes raisons. Puis, entre autres, ça peut être un nom comme quoi on les approche au mauvais moment. Ça peut être un nom parce qu'on ne les a pas approchés de la bonne façon. On a trop dit d'affaires, puis on les a perdus dans notre langage. On n'a pas assez dit d'affaires, puis notre message était confus. Donc, il ne faut pas penser que notre projet est totalement à côté de la traque, donc tout à fait déplacé. Si on a un nom, au contraire, ça vaut la peine de relancer et d'aller vérifier. Vous voyez, cette pratique-là, c'est en philanthropie. Et Linda nous a dit que c'était une pratique qu'on devrait faire aussi quand on fait une recherche de fonds. Quand on parle d'aller chercher différentes stratégies, c'est sûr qu'avant la pandémie, il y avait plein de monde qui vendait du chocolat, qui vendait du café, qui vendait des oranges, qui faisait des activités, des télétons, qui faisait toutes sortes d'affaires, se couper les cheveux devant tout le monde, puis c'était un genre de... ou une marche, un marcheton, un spectacle. Mais on ne peut pas faire ça en temps de pandémie. Donc, dans les 30 idées, puis il me reste 30 minutes, donc c'est quasiment 1 minute par idée, il y a la logique des cartes cadeaux. Il y en a qui ils vont peut-être dire que oh, ça ne m'intéresse pas, c'est correct, mais ça peut être d'autres qui vont dire hey, ça m'intéresse. De plus en plus de compagnies qui offrent des cartes cadeaux sont prêts à négocier avec le milieu associatif, le milieu communautaire pour dire nous, on va vous les vendre à rabais. Donc, le 100 $, tu vas me le payer, la carte cadeau de 100 $, tu vas me payer 70 $. Donc, j'ai un rabais de 30 %. Mais moi, quand j'ai les cartes, je peux les vendre à 100 $. À ce moment-là, quand je la vends à 100 $, c'est sûr que je fais automatiquement de l'argent en les revendant à ce prix-là. Et je pourrais donner un tarif préférentiel à mes membres ou à mes parents ou aux gens de notre réseau. Peut-être les vendre un peu moins cher pour eux, puis les vendre pour la valeur marchande que ça a pour les gens qui ne seraient pas dans notre réseau. C'est non, mais il y a des gens qui ont levé des milliers de dollars avec des cartes cadeaux. Il faut juste choisir les bonnes cartes. Plus la carte est associée à un bien commun que les gens achètent régulièrement, on sait que la carte ne restera pas dans le fond du portefeuille, elle va servir. Et quand ils vont voir avec les cartes, parce que c'est tout avec des codes barres et tout ça, quand ils vont voir que les cartes qu'ils vous ont données à rabais ont réellement rapporté, ça a amené plus d'achalandage dans vos magasins, ça risque d'être eux autres même qui vont vous rappeler pour voir une suite à ce programme-là. Ceci dit, ça, il y a une transaction, on a une carte, mais je vais vous donner un mode virtuel dans quelques minutes.
Il y en a qui ont fait, puis c'est vraiment réel. Il y en a qui ont, avec leur réseau, se sont dit tout le monde ramasse puis fait du recyclage. Dans certaines communautés, il y a des endroits de recyclage où est-ce qu'on peut amener des produits. On ne pense pas les approcher, ces places-là, mais si dans notre équipe, le travail, nos bénévoles et tout ça, on se dit, OK, là, dans le prochain 6 mois, tous les produits recyclés, que ce soit des bouteilles ou quoi que ce soit, selon le centre de recyclage qu'il y en a dans la région, puis il y en a à Cornwall, on va aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent récolter. On va aller ouvrir un compte au nom de l'organisme. Donc, là, on ouvre un compte, je ne sais pas, LACFO-MI, LACFO SDG, Centre des aînés. Et là, puis chaque bénévole qui récolte ou chaque personne de l'équipe qui récolte les produits ont le même code. Et quand on amène nos produits, automatiquement, il y a de l'argent qui est versé par Interact et transfert dans le compte de l'organisation. Très, très, très simple comme processus. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de comités de parents, quand ils ont mis cette mécanique-là en place, puis que c'est devenu une habitude, parce que le recyclage est vraiment instauré dans nos écoles comme une pratique, bien, il y en a qui ont presque toutes financé leurs activités parascolaires avec plusieurs milliers de dollars. Donc, encore là, si on cherche 100 000 $, ce n'est pas la stratégie à faire. Si on cherche 3 000 $, c'est peut-être une stratégie à faire, ou 4 000 $. J'ai déjà parlé des campagnes de sociofinancement. Ça fait partie quand même d'une troisième stratégie dans les 30 idées, parce que, ce n'est pas encore assez utilisé, à mon avis, dans la francophonie. Et sans doute pour les organismes, le don et le don avec contrepartie est plus accessible. Donc, ça veut dire qu'on va présenter un projet en ligne. Il faut que ça soit fait. Tout l'atelier, allez voir sur le site, la chaîne YouTube de la FOSDG, le webinaire sur le sociofinancement qui vous expliquait c'est quand la meilleure journée, comment écrire notre texte, pas tout le B.A.-ba de comment réussir notre campagne de sociofinancement est dans l'autre webinaire. Mais ceci dit, c'est dans une logique où est-ce que nous, on approche les gens autour de nous qui vont embarquer au début de notre campagne. Et là, on espère vraiment d'avoir des effets d'entraînement avec des gens autour d'eux. Je vous ai mis différentes plateformes francophones. Les seules qui ne sont pas francophones là-dedans, c'est Kickstarter, KissKissBankBank, Indiegogo, GoFundMe, mais ils ont la capacité de vous aider à faire des campagnes en ligne. Et GoFundMe, KissKissBankBank ont beaucoup de projets communautaires. Kickstarter, ben, vous allez, quand je disais tout à l'heure, une des règles, c'est d'être unique. Vous allez vous comparer avec peut-être 100 projets, 200 projets, 300 projets qui risquent de ressembler à vos projets à vous. Donc, là, il faut se démarquer. Donc, souvent, les gens vont aller à des plateformes comme La Ruche, Ulule, YoYoMolo, Haricot, Eucloïd. Les jeunes sont très présents sur Eucloïd pour aller faire des campagnes de sociofinancement. Les autres plateformes aussi sont francophones. Une autre stratégie, et je la mets quand même en mode virtuel parce qu'il y a des comités de parents qui l'ont fait il n'y a pas tellement longtemps en mode virtuel. Ils se sont fait des sessions de Zoom pour décider des recettes. Chaque personne chez elle, là, la photo représente mal, mais c'est quand même ce monde-là qui le faisait quelques années avant, tout le monde ensemble. Mais là, ils font chacun chez elle. Quand ils s'entendent sur les 2 ou 3 recettes, chaque personne produit les produits. Ceci dit, tous les produits, toutes les matières de base ont été données par des commerçants locaux, que ce soit la farine, la viande, les fruits et tout ça, pour faire les pâtés ou les tartes. Et dans ce cas-ci, il y avait un comité de parents qui vendait les tartes 14 $. Ça avait pris 1 journée, 2 journées à quelques parents pour les faire, puis il avait levé 1 400 $ rapidement. C'est sûr que quand on le fait ensemble dans une grande cuisine puis que les gens peuvent célébrer, ça fait une belle dynamique, mais de le faire chacun chez soi, mais encore là, pour amener un peu d'argent dans nos projets, ça va bien. Il y a un autre projet qui a été grandement réussi, c'est les chasses au trésor virtuelles. Et ça, c'est beaucoup plus en temps de pandémie que ça a été lancé, sauf que maintenant, il y a des plateformes en ligne où est-ce que si vous avez le goût de faire une chasse de trésors virtuelle, ça peut être en lien avec la francophonie, le patrimoine, des éléments dans votre communauté, des histoires, des anecdotes. Ça peut vous servir à faire promouvoir votre coin de pays avec des activités de levée de fonds. Et les plateformes virtuelles, si vous faites juste rentrer votre information, vous avez les questions clés pour amener d'une pièce à l'autre et les gens payent absolument pour s'inscrire à la chasse au trésor. Il y en a d'autres, quand on le fait par nous-mêmes sur nos propres plateformes, ils disent OK, bien, il faut payer pour avoir l'indice. Puis c'est selon le montant de don. Comme, mettons, si c'était pour avoir un indice de base, c'est peut-être $1, mais pour avoir un indice plus performant qui vous ramène plus près de la chasse au trésor, c'est peut-être 10 $ l'indice. Puis là, les gens peuvent jumeler leur capacité de payer avec le plaisir. Vous pourriez avoir un prix pour la famille.
Honnêtement, on peut regarder ça et dire aïe, 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 c'est pas si extraordinaire que ça, mais en même temps, il y a beaucoup de géocaches depuis quelques années. Les gens là, qui se promènent un peu partout, ben, la chasse au trésor virtuel, si vous allez voir le site, entre autres, je vous ai mis des liens à la fin, vous allez voir qu'il y en a des grosses campagnes, puis il y a des campagnes qui ont vraiment ramené beaucoup de milliers d'heures, mais il y a eu les effets d'entraînement. Les gens connaissaient davantage via toutes les anecdotes ou via toutes les questions, la communauté ou un produit ou une région. La vente de cartes de souhait, surtout en français, en francophonie, a toujours été une problématique dans plusieurs régions. Puis là, on a la capacité toujours de mobiliser nos jeunes ou des artistes de la région, de choisir des dessins, de produire une série de cartes qui pourraient représenter la région ou les talents de notre région. La grande différence en temps de pandémie, c'est qu'on a deux choix. On peut les imprimer et les vendre, ou on pourrait aussi aller sur Etsy puis vendre des cartes virtuelles, vendre cartes papier ou vendre des cartes virtuelles. Encore là, sur les cartes virtuelles, il y a des sites où est-ce qu'on peut carrément y mettre nos dessins, y mettre un prix. Puis la journée qu'on a créé ce projet-là, après ça, ça marche tout seul. Les cartes pourraient être vendues de façon continue pendant 10 ans, où on peut renouveler des dessins de temps en temps, mais ce sont des projets qui deviennent un peu durables et ça amène de l'argent de façon continue. Encore là, un projet comme ça, dans une communauté dans le nord de la Colombie-Britannique, je pense qu'il avait levé 3 500 $ pour la première fois qu'il l'avait mis en place, parce que tout le monde voulait avoir les dessins des artistes qui avaient été sélectionnés. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, on t'entend. Oui, on entend. Ah, Ève, vous m'entendez comme ça? Oui. Bon, moi, je ne vous entends plus. Je vais remettre ça autrement. Est-ce que tu nous entends? Excusez-moi. Allô? Oui, on t'entend très bien. Bon, OK. Bon, je ne les avais pas assez chargés, désolée. Donc, c'est une autre stratégie. Commandite. Certains et certaines d'entre vous l'ont peut-être essayé, d'autres pas. J'aimerais ça que Céline, tu puisses nous parler, je te le dis pour ce que la prochaine diapo, je pense que c'est celle-là, l'expérience de LOL et comment tu mobilises les commanditaires. Mais c'est quand même 1 milliard 560, non, 1000, non, 1000 millions, milliards, oui, 1,5 milliard d'argent qui sont levés au Canada en commandite pour soutenir des projets. 50% des décideurs disent prendre leurs décisions en septembre et en octobre. 70% des commandites sont effectuées au niveau communautaire et au niveau local. Puis vous allez voir la répartition, c'est quand même assez impressionnant. C'est 27% de ce gros montant-là d'1,5 milliard qui sont investis dans des foires, des événements culturels, des festivals. Puis là, vous voyez les autres domaines. Et souvent, on ne va pas là. On n'approche pas des commandites ou on ne sait pas comment les approcher, ou on demande des petits montants et on offre la lune en retour parce qu'un commanditaire, on donne de la visibilité. Je vous ai mis un peu le cadran gagnant pour développer une relation de commandite. Et allez voir le visionnement de l'atelier des 23 stratégies qu'on a donné avec la FOSDG. Vous apprendrez le b.a.-ba de comment mettre en place une stratégie de commandite. Assurément, puis Céline va nous donner l'exemple, si un commanditaire décide d'embarquer avec vous et que vous lui faites une bonne proposition, il y a des raisons. Il peut être altruiste, il peut avoir le goût de vous appuyer, mais il y a des raisons pourquoi il va faire ça. Puis là, il y en a quelques-unes. Puis j'aimerais ça que Céline nous parle de l'expérience des commandites pour le concours LOL, qui est un projet important dans la communauté francophone, un projet phare à la FOSDG, mais un projet qui réussit à convaincre des commanditaires. Merci, Ethel. Prenons juste l'exemple d'un de nos commanditaires qui a accepté de nous commanditer l'année 1, c'est-à-dire en 2014. Ça a été Desjardins. Donc, au départ, le projet était seulement pour la région de l'Est de l'Ontario, puis maintenant, bon, après 3 ans, c'est devenu un projet provincial. Mais plus Desjardins a vu qu'il pouvait obtenir plus de visibilité, c'est certain que le petit montant qu'on avait au départ, c'est devenu quand même un montant substantiel depuis, et ça, je vous dirais, depuis les 3 dernières années.
Et on a même réussi l'année dernière à négocier plus qu'une année à la fois. Donc, auparavant, c'était annuellement qu'on négociait avec Desjardins et l'année passée, on a négocié pour 2 ans. Et on ouvre la porte pour les années qui s'en viennent, mais c'est certain que plus Desjardins a vu le nombre de personnes qu'on rejoignait, ben, c'est sûr que plus le montant augmentait. Puis ça a été un peu la même chose au niveau avec la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures ou ça a été avec les conseils scolaires. C'est la même chose. Plus la visibilité elle est grande, plus les gens ont embarqué dans ce projet-là. Fait que voilà. Merci, Ethel. Merci. Puis la relation, comme Céline le dit, c'est qu'habituellement, si on frappe un bon coup avec la première commandite, il s'établit une relation à plus long terme. Mais je vais vous remontrer, il y a une raison là, à ça. C'est soit que, exemple, Desjardins se pose toujours la question depuis très longtemps sur comment développer son marché auprès de la jeunesse. Parce qu'ils savent, les institutions financières, que s'ils accrochent les jeunes dès leur premier prêt, excusez-moi, leur premier prêt pour l'auto ou pour leur première maison et tout ça, ils peuvent les accrocher presque à vie. Donc, il y a un bénéfice à ça. Ils sont associés à la cause et on va en commandite pour être juste, pour offrir un traitement équitable. Plusieurs vont arriver avec un tableau comme ça pour dire, voici ce qu'on donne. Ce n'est pas improvisé sur le coin d'une table. Là. On ne va pas chercher un 25 000 $ en disant, ben, je vais vous faire des beaux yeux puis je vais mettre votre nom partout. Il faut aussi leur donner des preuves concrètes de quel genre de visibilité on va avoir en retour parce qu'ils cherchent ça. Donc, ça, c'est le plan de l'ACFO d'Ottawa. C'est son plan de visibilité. J'aurais pu vous montrer celui de l'ACFO SDG, mais on va le refaire puis il va être encore meilleur. Plusieurs personnes font des activités. On vient d'en faire une il n'y a pas tellement longtemps dans le cadre de la semaine de l'immigration et une soirée de peinture virtuelle ou une activité de soirée de peinture. Puis souvent, on le fait juste parce que c'est un projet, c'est une activité qui est dans notre programmation, mais on n'a jamais peut-être pensé de le rentabiliser au-delà de l'activité. Donc, on pourrait créer une soirée de peinture. Il y en a qui l'ont fait. Pour que ça soit gagnant-gagnant, qui souffre présentement dans le temps de pandémie le plus? C'est sûr qu'il y a des personnes, il y a des aînés, il y a des ci, il y a des ça, mais on sait que les artistes souffrent beaucoup en temps de pandémie. Ils n'ont pas pu performer, ils n'ont pas pu exposer leurs œuvres, ils n'ont pas pu avoir des revenus par la vente de leurs œuvres. Donc, une activité comme ça qui serait un peu modifiée, où est-ce que les gens sauraient qu'à la fin, il y a un encan virtuel qui va être partagé entre l'artiste et une cause qu'ils ont le goût de soutenir. Puis en plus, vous leur offrez une soirée où est-ce qu'ils peuvent avoir du plaisir avec l'artiste pour apprendre comment faire là, c'est gagnant. Mais amener le petit côté, le petit twist philanthropique, ça peut faire la différence. Je reviens sur les cartes cadeaux. Si on ne veut pas aller se négocier à gauche et à droite des cartes cadeaux, ben allez sur le site Fundstrip. Si vous ne le connaissez pas, encore là, il y a différentes options, mais toute la plateforme fonctionne tout seul, honnêtement. Les gens on peut encourager les membres, les bénévoles et tout ça de dire, quand vous achetez vos produits quotidiens, ben pourquoi pas aller prendre une de nos cartes avec Fundstrip et là, une carte peut vous donner l'accès à plein d'autres produits. Donc, si vous achetez des cartes à 100 $, ils reçoivent vraiment 100 $ de valeur. Puis, à chaque fois qu'il y a un achat, il y a un pourcentage qui vous est versé automatiquement. Donc, ça simplifie beaucoup les choses. C'est sûr qu'eux autres, ils se gardent un petit pourcentage pour soutenir cette plateforme-là, mais ce n'est pas si volumineux que ça, même moins que certaines plateformes de sociofinancement, parce que ça a été créé pour aider le milieu associatif à avoir des activités génératrices de revenus continus, mais avec une approche mi-philanthropique, puis mi-utile par rapport aux gens qui ne veulent pas. On va aller acheter de l'épicerie, puis on va aller acheter du linge, puis on va aller acheter des choses. Donc, pourquoi pas faire en sorte que cet argent-là qu'on sert pour consommer puisse aussi aider une cause communautaire. On voit de plus en plus l'intérêt vers le vert, il y a de plus en plus de jardins urbains, il y a de plus en plus de gens qui se posent la question sur comment faire pousser des choses. Bien, il y a des activités de levée de fonds
qui se font, où est-ce qu'on peut acheter en vrac, là, ce genre de petites bouteilles, où est-ce que tout est là-dedans. Puis encore là, c'est qu'on en achète, on les vend et zéro perte. Il y a seulement du profit qui va rentrer aussi dans les coffres de l'organisation. Et tout se fait en ligne avec, et depuis 2017, 176 organismes ont récolté plus de 403 000 $ de profit net après avoir dépensé les dépenses. Une foire virtuelle, de plus en plus d'organismes font des forums sur Remo et Opim pour leur réseau, pour leurs membres. Puis là, on se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à dire, mais si on ne peut pas se rencontrer, si on ne peut pas créer des événements où est-ce qu'il y aurait du réseautage, de la concertation, possiblement aussi découvrir nos commerçants locaux et tout, il y en a qui ont commencé à utiliser ces plateformes-là, soit qui louent les stands à des commerces, soit qui ne les louent pas, mais qui vont permettre aux commerçants de vendre leurs produits, puis on en s'entend soit sur la location de stand ou sur un pourcentage des ventes. Et là, encore là, ça coûte Remo, je pense, c'est 360 $ pour un 2 heures en ligne. Puis il y a des gens qui ont levé des 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 $ en créant une foire où est-ce qu'en 2 heures, ils ont accueilli quelques centaines de personnes de leur communauté. Ils créent l'espace pour que les gens soient en contact. C'est vraiment, quand vous allez sur une plateforme Remo ou Opim, vous pouvez réellement aller parler à des personnes directement et aller vous réseauter comme si vous étiez en vraie vie dans une même salle. Il y en a qui connaissent le bingo. Bien, maintenant, il peut y avoir aussi une planche de bingo sociale en ligne. Je peux voir Sonia et Céline vont dire, on a une activité de bingo pour nos aînés, peut-être qu'on pourrait utiliser ça. Oui, on pourrait sans faire nécessairement la levée de fonds. Mais ceci dit, celui-là, puis il y a une plateforme de bingo virtuelle en ligne. Encore là, on va inscrire notre organisme, on lance notre activité, on en fait la promotion. Les gens jouent à notre bingo de façon virtuelle, puis les profits sont versés directement à notre organisation. Il y en a d'autres qui choisissent de le faire carrément sur leur page Facebook ou sur leur site. Ils ont des cartes virtuelles, puis les gens achètent. Moi, pour faire ma ligne, puis avoir peut-être la chance de gagner plus vite le bingo, bien, pour un chiffre X plus près du gratuit, ça va être 5 $, les autres, ça va être des 2 $ et tout ça, puis les gens peuvent payer en fonction d'avoir leur bingo le plus rapidement possible. Il y en a qui ont obtenu par jeu, par fois qui ont joué au bingo, 500 $ de collecte de fonds par partie de bingo à cause de tout le monde qui payait pour avoir leur numéro. On voit ça dans les hôtels. On se demande peut-être si c'est efficace. Et oui, c'est efficace. Je vous ai mis le lien. C'est Funding Innovation. C'est qu'ils prennent des artistes canadiens. Moi, j'aimerais bien ça, les convaincre de prendre des artistes franco-ontariens en plus, mais des artistes canadiens qui ont produit de belles peintures. Et on retrouve ces peintures-là à l'intérieur, soit des hôtels, des restaurants, mais on pourrait aussi en avoir au sein de nos organismes. Mais habituellement, on essaie de mettre ces chevalets-là avec une peinture dans un endroit sécuritaire, mais achalandé. Parce qu'il faut qu'il y ait du monde qui avoue, puis il faut qu'il y ait du monde qui ont le goût d'enchérir sur ce produit-là. À la fin, celle qui va avoir fait la personne qui va avoir fait la meilleure offre va gagner la toile, puis une partie des profits vous est versée. Imaginez, il faut juste s'inscrire et ça peut être aussi un automatisme. La seule chose, je n'ai pas vu qu'on pouvait choisir des artistes. J'ai vu ça en Colombie-Britannique. Ils l'ont fait, ils ont levé de l'argent. Je l'ai vu aussi en Ontario, mais ils n'ont pas chargé. Mais de plus en plus, il y a des gens qui organisent des collectifs pour voir un film en ligne. C'est sûr que si on prend un film qui aurait été au cinéma, il va falloir payer la licence. Donc là, il faut vraiment avoir une belle équation parce que le coût de la licence peut être élevé si le film est très récent. Donc, c'est de voir avec la licence, puis le nombre de personnes, puis notre plateforme d'accueil comme un Zoom, si on a une logique d'affaires qui ferait qu'on aurait un profit. Mais là, il y a du monde qui ont été un petit peu plus rusés. Ils ont été voir c'est quoi les services gratuits de visionnement de films. Il y a CAS, Netflix Party, puis l'Office national du film qui donne aussi des films que les gens ne connaissent pas trop. Et ils se sont créés des soirées de cinéma comme ça, où ils se sont associés à un festival de films qui avait déjà des licences pour projeter des films virtuellement dans leur communauté, pour dire, écoutez, on peut-tu le projeter 2 fois? Projeter une fois pour vous dans le cadre du festival, puis après ça, vous allez le projeter pour nous dans le cadre communautaire, puis on va vous mobiliser des gens.
Puis honnêtement, les gens ont reçu encore là des milliers de dollars via une projection et ça a créé un espace virtuel collectif. Il y en a qui ont greffé dans les festivals de films, ils greffent après le film une petite session débat. Des fois, ils invitent même un des auteurs, l'écrivain qui a écrit le scénario ou un artiste qui a joué dans le film. Mais ceci dit, ça bouge beaucoup. Souffler des ballons, qui dirait que ça peut, on n'a pas besoin de les faire circuler, mais dans le bureau de l'ACFO, on pourrait souffler 100 ballons, mettre dans chacun des ballons des montants d'argent et les gens achètent leurs ballons à distance. Il y a eu un exemple où est-ce qu'un organisme a récolté 1 000 $, puis ça lui a coûté 300 $ et c'était plaisant. Il y a eu beaucoup de visuels en ligne. Même chose pour le Jelly Bean. Ça va beaucoup plus chercher les jeunes. Pour y avoir un méga pot. Les gens devinent en ligne. À chaque fois qu'on devine, on verse un 1 ou un 2 $. Et à la fin de la journée, quand quelqu'un a le bon montant, il gagne le pot. Là, il est petit, le pot, mais ça pourrait être un méga pot. Mais en même temps, l'organisme a peut-être eu 1 000 $ dans ses comptes. Les encans en ligne, récolter des produits dans notre communauté, des œuvres d'art, des souvenirs signés qu'on ne veut plus, on veut se débarrasser des choses, mais pourquoi pas les mettre au profit de la communauté? On amène ça à notre organisme. Encore là, l'encan en ligne peut se faire sur notre propre page Facebook, parce que maintenant, il y a des options, sur notre site. Mais il y a aussi des plateformes déjà toutes faites, dont Follow My Bid. C'est un encan interactif, donc les gens peuvent recevoir des alertes si on fait une proposition de prix puis que quelqu'un a renchéri, on peut retourner et ça leur a levé des milliers de dollars. Cette plateforme est associée avec des paiements sécurisés PayPal. Il y en a d'autres que c'est avec Stripe ou d'autres, mais c'est toujours avec la transaction financière est toujours sécurisée. Encore là, plusieurs personnes ont réussi à lever de l'argent. Pourquoi pas faire une collecte de fonds en aidant un commerce local? Donc, pendant une journée, vous associez votre organisme avec un commerce local, vous vous assurez que ce restaurant-là peut vraiment avoir des commandes à apporter. Il n'y a pas besoin d'avoir le service de livraison, les gens peuvent aller chercher, mais on s'entend de part et d'autre à une stratégie efficace pour faire connaître le commerce. Amener le plus de monde à faire des commandes cette journée-là. Tout le monde est prêt pour vraiment la production. Ça amène plus de revenus à des commerces qui en ont perdu de l'argent. Puis en même temps, dans l'entente, il y a un partage de 15 % des recettes qui peut être versé à la cause. Stratégie pair-to-pair. Ça, c'est vraiment une stratégie où est-ce que vous associez, vous-même, au sein de votre organisation, vous utilisez une plateforme pour convaincre les gens autour de vous d'appuyer une cause que vous aimez. Par exemple, moi, je l'ai fait à Carrefour International quand j'ai impliqué les membres du CA. On a trouvé la meilleure plateforme, c'était AKA Raising, qui pouvait fonctionner aussi en français et en anglais. Et moi, j'avais déjà tous les messages de prêt. C'était vraiment génial. Il y a la lettre d'invitation à soutenir une cause que j'aime. Il y avait une lettre de remerciement. Il y avait une lettre, si la personne refusait, une lettre de remerciement. Moi, je faisais juste peser sur des petits boutons. Ça m'avait pris à peu près entre 10 et 15 minutes. Programmer ma plateforme, peut-être un autre 5 minutes pour rentrer les courriels des gens que je voulais solliciter dans mon réseau. Je peux vous dire une personne, moi, avec la première fois que j'ai utilisé cette plateforme-là, puis ça m'a pris peut-être 10 heures en tout. Moi, seule, j'ai amené 3 000 $ dans une campagne de sociofinancement, de financement à Carrefour International. Puis là, on a créé un genre de feeling entre membres du CA, est-ce que les autres aussi l'ont fait? Et les plateformes, quand les gens font leurs dons, la font sur la plateforme, c'est aussi sécurisé et l'argent est directement versé. Ce n'est pas une question de « tu n'as pas atteint ton objectif, puis on ne va pas te donner l'argent ». L'argent est directement versé à l'organisme. Donc, moi, je vous le dis, j'ai utilisé Aka Raising. Même Bogo fonctionne très bien. Raise Nord aussi, puis Yapla aussi. J'ai vu que Yomolo, que j'aime beaucoup comme plateforme de sociofinancement, venait de sortir ce service-là aussi. Je vous inviterai à aller le voir. Guylaine, marathon de lecture. Il y a des marathons de lecture qui ont servi pour de la levée de fonds, où est-ce qu'on associe des parrains ou des parraines à des gens qui vont s'engager à lire des livres tant de minutes par jour. C'est un peu comme un marathon de course ou de marche à pied. Et on essaie dans la communauté d'avoir des gens qui vont soutenir les gens à la lecture. Et ça a fonctionné, puis il y en a qui ont levé beaucoup d'argent. Salon virtuel des talents. C'est un peu la reproduction de la voix en mode virtuel. On peut voter les gens
qui ont des talents produisent une petite vidéo de leur talent, c'est mis en ligne. On le fait via concours-là, d'avoir les vidéos d'humour pour choisir les jeunes qui vont passer à la demi-finale et la finale, mais ça peut être fait avec tous les talents de notre communauté. Mais là, l'argent qui est généré, c'est vraiment pour essayer de choisir qui va gagner ce concours-là, ce salon virtuel-là. Il y a des outils. Tu sais, comme à quelque part, là, des fois, on ne veut même pas offrir des gogus. On veut juste dire au monde, si vous aimez ce que l'ACFO fait, si vous aimez ce que le Centre Charles-Émile Claude fait, si vous aimez ce que l'ACFOMI fait, puis vous avez le goût de nous donner un peu d'argent, bien, il existe par texte. Vous faites un texte et vous pouvez carrément envoyer des dons sans fil. Puis là, c'est sans superflu, c'est sans artificiel, puis sans promesse de donner quelque chose d'autre. C'est vraiment très altruiste des gens et ça fonctionne de plus en plus. C'est pour ça que l'application a été créée. Vous vous rappelez le Bucket Challenge? Bien, écoutez, on n'en entend plus vraiment des aussi gros. Oser en mode virtuel, oser Dare, mais il en existe de plus en plus à plus petite échelle. Puis là encore là, c'est que les gens se donnent un défi. On affiche le défi dans la communauté, ça pourrait être n'importe quoi. Et là, il peut y avoir des gens dans la communauté qui disent « OK, moi, je vais être le parrain ou la marraine de ce défi-là. » Donc, il peut être 10, 15, 20, 25, 30 personnes qui vont appuyer cette personne-là qui va faire le défi. Et ils font une contribution en argent en fonction du défi. Quand les contributions sont récoltées, bien, on lance le défi, c'est filmé parce qu'on ne fait pas ça en live et on présente ça et l'argent est versé directement à l'organisme. Donner un cadeau de fête, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont fait. Il faut absolument que votre organisme soit enregistré sur Facebook comme organisme à but non lucratif. La journée que vous faites ça, premièrement, vous allez recevoir d'autres genres de messages de Facebook parce qu'il commence Facebook à créer de plus en plus de services pour aider les organismes à but non lucratif, dont si vous êtes une personne comme moi qui voulait, exemple, aider Centre Espoir Sophie, bien, à un moment donné, j'ai donné ma fête en cadeau et j'ai invité les gens qui m'aiment bien et qui me souhaitent bonne fête en ligne à faire un don. J'ai ramassé 600 $ en 3 jours pour le Centre Espoir Sophie. Donc, c'est facile, mais imaginez s'il y avait 10 personnes de notre organisation qui font ça, ça peut être assez de l'argent facile dans nos coffres. Le 5 pour 5, convaincre 5 personnes à vous donner 5 $, ça a l'air bêta, mais très rapidement, on peut ramasser 2500 $ si on approche 100 personnes. L'événement de course à pied, même en mode pandémie, il faut se mettre en forme. Donc, il y en a qui ont créé, il y a des marathons. Entre telle date et telle date, ou telle heure et telle heure, les gens font... ils s'enlignent pour faire 5 km ou 10 km et ça peut être associé à notre organisme. Mais imaginez maintenant, on peut le faire en mode virtuel sans bouger. Donc, on peut s'inscrire à une course virtuelle avec Just Move et encore là, l'argent est versé à votre organisation, une plateforme très performante, très sécurisée. Ça ne demande pas de permis, pas d'assurance, pas de limitation. Il peut y avoir des participants très près de vous ou d'ailleurs, si vous avez du monde qui ont déjà été militants au sein de votre organisme puis qui ont déménagé à Montréal ou à Vancouver, ils peuvent quand même vous soutenir à distance. Et ça ne demande pas de temps bénévole. Souvent, nos activités de levée de fonds, ça demande à mobiliser beaucoup de monde. Là, tout se fait en ligne et à la fin de la journée, ben, les participants payent et contribuent avec un don. Vendez des recettes en pot. Ça devient de plus en plus populaire. Là, j'ai même inscrit, Sonia va sourire, une entreprise sociale franco-ontarienne, Le Gosier, à la Clé de la Baie, font ça, mais très localement. Mais il y a vraiment une compagnie qui fait ça, puis elle peut faire les recettes, elle a une variété de recettes. Souvent, on n'a pas besoin d'en faire d'autres, sauf que ça peut être aussi un produit que vous pouvez faire là, localement au sein de votre organisme. Si vous avez 1 ou 2 ou 3 bonnes recettes, les gens lèvent beaucoup d'argent. Puis imaginez, quand tu passes par une intermédiaire, eux autres gardent la partie pour payer leurs frais et leurs produits. Mais si on le fait par nous-mêmes, puis qu'on a une cuisine qui nous le permet de le faire dans un contexte sécuritaire, bien là, 100% des profits vont nous être versés. Il y en a qui vont associer une denrée que veut pas tout le monde prend tous les jours. Un café par jour, bien, un don d'un café par jour. Si on est 900 personnes qui donnent un café par jour, bien, ça fait 900 $.
des dons jumelés. Là, on ne l'a pas fait avec Desjardins, Céline, mais je l'ai vu, des organismes qui ont fait avec Desjardins. C'est que si on mobilise 10 000 allez-vous matcher avec un autre 10 000 Donc, il y a des entreprises et des organisations qui font ça. Puis, il faut vraiment avoir le réflexe de le demander parce que ce n'est pas promu. Si nous, on lève l'argent, puis pouvez-vous nous appuyer aussi dans ce projet-là, est-ce qu'on peut aussi vous leur demander, mais est-ce que vous seriez prêt à matcher, de voir des dons jumelés? Et je reviens au CV virtuel, au CV collectif. Les webinaires, on cherche des formations, les gens ont le goût de se ressourcer. Regardez au sein de votre équipe, regardez les compétences et les talents. Si chaque membre du CA qui avait une compétence et un talent disait, moi, je vais donner 1 heure de mon talent et ma compétence pour créer un petit atelier de formation, puis cet atelier-là, peut-être qu'on va charger 5 $ par participant et ça va être une activité de levée de fonds. C'est de valoriser les talents et les compétences de nos gens, puis on associe ça aussi à un besoin de la communauté puis un besoin de formation. Il y en a qui vont convaincre des experts de la communauté de dire, écoutez, nous, on va vous donner de la publicité, mais venez nous donner un atelier gratuit, mais on va charger, puis l'argent va être investi dans nos coffres. Souvent, là, on se sert de Eventbrite pour le faire. Puis je vous disais, le salon de thé Centre Espoir Sophie, on l'a fait. C'est 100 $ le billet depuis la création du premier salon de thé. Et ils ont doublé d'argent cette année. Ils ont passé de 15 000 $ du salon de thé à près de 30 000 en mode virtuel. Donc, ça a été un succès. Et c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on ne peut pas lever de l'argent. Et je vous ai mis les autres outils en ligne si jamais vous voulez aller voir les plateformes. Puis là, on arrive à 13h02. Je ne sais pas, Sonia, puis Ève, s'il y avait des questions en ligne ou s'il y en a. Donc, vous voyez, hein, aujourd'hui, on a été dans le crescendo dans nos 4 webinaires de cette série-ci. On a été qui donnait beaucoup d'argent via les subventions, comment vraiment aller approcher les gens pour des subventions, qui peut faire des campagnes de socio-financement et comment les faire pour aller chercher des montants, sans doute de 10 à 25, 30 ou même un peu plus d'argent. Puis là, on arrive à des outils à échelle humaine. Sonia? Alors, écoute, de mon côté, j'en ai pas. Je dois t'avouer que c'était vraiment, vraiment intéressant et très complet. Donc, j'imagine que le sentiment doit être commun. D'accord. Puis si il y a des gens qui en ont des commentaires, vous pouvez activer votre micro. On a même Hélène, juste avant de partir, qui te remerciait et qui trouvait ça très intéressant. Merci. Ben, écoutez, j'espère que la série de webinaires qui vous a présenté Donner du sens à l'argent, vous a présenté une variété de stratégies, vous a présenté une variété de compétences avec une variété de gens qui sont dans différents contextes. Et on voulait finir avec cette série-ci pour dire il y a des projets de levée de fonds qu'on peut faire, qu'on peut créer une journée. Et quand c'est bien planifié, ça pourrait continuer dans le temps et toujours amener un peu de sous à chaque année. Puis des fois, le 10 000 qu'on va chercher par des activités comme ça, des fois, c'est le 10 000 qu'il nous faut pour convaincre un bailleur de fonds de nous financer le 40 ou 50 000 $ pour nos projets. Et c'est de l'argent où on est autonome, on peut faire ce qu'on veut avec cet argent-là, on n'a pas de compte à rendre, à part d'être fidèle, on nous demande de l'argent pour faire des choses avec, donc il faut que ça aille dans la mission de notre organisation. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Céline? Écoute, merci beaucoup, Ethel, pour ce bel atelier, pour cette série d'ateliers. Vraiment, ça nous laisse avec plein de réflexions. Et je pense que, en tout cas, j'ouvre la porte parce que s'il y a un ou plusieurs organismes qui voudraient se mettre ensemble pour lancer quelques pistes de financement, ben, en tout cas, l'ACFO, on serait ouvert à travailler avec différents organismes. Mais merci encore et merci d'avoir été là chaque semaine pour cette série. Au plaisir et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Bonne journée.